On va plonger ensemble dans un récit vraiment puissant, celui de la vie dans la cellule 308. Mais il faut bien comprendre que derrière les murs et les barreaux, ce qu'on va découvrir, c'est avant tout juste une histoire d'homme. Et ça commence fort. Dès la première phrase, le ton est donné. Ce n'est pas une simple histoire sur la perte de liberté, non. C'est bien plus profond que ça. On parle ici de la perte d'identité, de ce moment où l'on cesse d'être soi-même. Alors, allons-y. Première section. Matricule 734. C'est ici que tout commence, avec l'arrivée du narrateur et sa transformation. Le moment où une personne devient un simple numéro. Avant la prison, il y avait une vie, un nom. Il s'appelait Julien, 23 ans. Une erreur, une voiture volée et une sentence qui tombe, 3 ans. Une histoire presque banale. Et puis d'un coup, tout bascule. Fini Julien, maintenant il n'est plus que ça. Matricule 734. C'est brutal, c'est la déshumanisation à l'état pur. Son nom est effacé, remplacé, le voilà qui entre dans le monde froid et oppressant de la cellule 308. Bien sûr, dans cet univers de 9 mètres carrés, il n'est pas seul. Faisons donc connaissance avec les 2 autres hommes qui partagent son quotidien. D'abord, il y a celui qu'ils appellent le prof. La cinquantaine, un homme silencieux, comme usé par la vie. Il est là pour 20 ans. Son refuge à lui, sa seule évasion, ce sont les livres. Il s'est bâti une seconde prison, en quelque sorte, mais une prison de papier, un peu plus douce. Et puis, il y a Marc, il a le même âge que le narrateur. Mais lui, c'est tout le contraire du prof. Une boule de nerfs, une énergie qui ne s'arrête jamais. Et son regard, le texte parle d'yeux d'insectes paniqués. On sent chez lui une anxiété profonde, presque contagieuse. Et ce Marc, justement pour tenir, pour ne pas sombrer, il a mis en place quelque chose de très particulier. Un rituel. Un rituel qui va devenir le seul et unique lien de la cellule avec le monde extérieur. Alors, voilà comment ça se passe, c'est réglé comme du papier à musique. Chaque mardi, il attend le courrier. Il reçoit une enveloppe rose de sa mère. Et là, c'est le plus fou. Il ne l'ouvre surtout pas. Il la prend et il va la ranger, l'empiler avec les autres dans une vieille boîte à biscuits. Un rituel immuable, centré sur des lettres qu'il ne lira jamais. Et le résultat, après tout ce temps, c'est ce chiffre, 142. Imaginez un peu la scène. 142 lettres roses, fermées, empilées. 142 semaines qui sont passées, une par une. Voilà son explication. C'est d'une simplicité désarmante. Le contenu, il s'en moque. Ce qui compte, c'est la preuve. La preuve qu'elle a écrit, et donc que voir, le temps continue d'exister. Ces lettres, ce ne sont pas des messages, c'est son calendrier, sa seule prise sur la réalité. Mais un équilibre aussi fragile, ça tient un fil. Et ce fil, un froid matin de janvier, va être coupé, violemment. C'est le moment de la rupture. Tout commence avec un son anormal, dans la routine de la prison. Pas les bruits habituels, non, le martèlement de boîtes lourdes dans le couloir. On comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. L'ordre tombe, sec, sans explication. Fouille générale, tout le monde dehors, contre le mur. C'est l'humiliation habituelle, bien sûr, mais on sent une tension différente cette fois. Ce n'est pas une simple fouille de routine. Et pendant qu'ils sont là, contre le mur du couloir, impuissants, ils ne peuvent qu'écouter. Écouter leur petit monde se faire retourner, saccager. Le bruit des matelas qu'on éventre, des maigres affaires personnelles qui volent et s'écrasent au sol. Et quand ils retournent enfin dans la cellule, c'est la catastrophe, le choc. La boîte à biscuits est là, ouverte, vide. Et par terre, partout les 142 enveloppes roses, éparpillées, souillées, piétinées. Ce n'est pas juste du papier sur le sol, c'est la chronologie méticuleuse de Marc, tout son temps, toutes ces semaines, qui viennent d'être brisées. Après le saccage, après le temps brisé, vient le silence de Marc. Car en détruisant les lettres, on a aussi détruit son esprit. Le changement est radical et terrifiant. L'homme qui était en mouvement perpétuel, cette jambe qui n'arrêtait jamais de bouger, ce flot de paroles continues, tout a disparu. À la place, une immobilité de statue, un silence de mort. Et ce regard, avant si fuyant, est devenu fixe, vide. Le silence finit par se rompre, mais c'est pour murmurer ça aux lettres étalées par terre. Il est perdu. Complètement désorienté dans son propre calendrier détruit. Il est incapable de retrouver son chemin. C'était une sorte de magie, en fait, ce rituel. Et la magie est rompue. Le narrateur et le professeur ont bien essayé de l'aider, de retrier les lettres, de tout remettre en ordre. Mais c'était inutile. Sa boussole intérieure était cassée pour de bon. L'histoire se termine, du moins pour le narrateur,
qui est libéré. Mais on va voir que sortir de prison ne signifie pas toujours être libre. Parfois, le vrai geôlier, on l'emporte avec soi. Le constat est simple. 6 mois plus tard, le narrateur est dehors, libre. Et Marc, il est toujours là-bas, dans la cellule 308. Il ne fait que regarder le mur. Leurs corps sont séparés, mais leurs esprits sont liés à jamais par cette histoire. Car même dehors, la prison est restée en lui. Le narrateur nous l'avoue. Il se réveille la nuit, perdu, sans savoir quel jour on est. Il a ce besoin compulsif de regarder son téléphone pour se rassurer que le temps est bien réel. Il a hérité de la peur de Marc, la peur panique de perdre le fil des jours. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale. Une question qui continue de tourner dans la tête bien après la fin du récit. Finalement, l'enfer, c'est quoi? Les barreaux aux fenêtres? Ou est-ce que c'est bien pire? Est-ce que c'est quand le temps lui-même se dérègle et devient votre propre geôlier?